Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Ouverture aujourd'hui de la 48e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui au Portugal. Militants et responsables politiques débattent de l'indépendance, des droits humains et de l'urgence humanitaire au Sahara occidental. La France bafoue la légalité internationale. Dans un article publié par le quotidien Al Watan, il est rapporté que Paris reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une décision qui suscite incompréhension et indignation. La France, confrontée à une crise économique et sociale majeure, voit son image de démocratie vaciller. L'inflation grimpe, les tensions sociales s'intensifient, une montée des discours autoritaires. La France est aujourd'hui bien loin de son image de modèle et de liberté, d'égalité. Pour 2025, l'économie marocaine continuera de faire face à de lourdes turbulences. Inflation galopante, crise économique et perturbations boursières, autant de facteurs qui aggravent les faillites d'entreprises dans le pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. La situation au Sahara occidental, toujours au cœur des préoccupations internationales. À Lisbonne, au Portugal, la 48e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui réunit militants, responsables politiques et membres de la société civile. L'indépendance du Sahara occidental, les droits humains dans les territoires occupés, mais aussi l'urgence humanitaire figurent parmi les principaux sujets abordés. Une mobilisation renouvelée pour rappeler le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'Algérie a participé, vous le savez, à cette rencontre avec 16 représentants des deux chambres du Parlement. La délégation algérienne compte aussi les membres du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, et ce, dans le cadre du soutien de l'Algérie aux causes de libération. Écoutons ces déclarations. Cette 48e édition est, comme on le sait, un rendez-vous annuel très important. Les mouvements de solidarité à travers l'Europe se réunissent pour évaluer le travail de solidarité accompli au cours de l'année écoulée et tracer une feuille de route pour l'année à venir. Cette année, la conférence se tient dans un contexte particulier marqué par de nombreux défis, mais également par beaucoup d'opportunités. Nous allons travailler après avoir préparé pendant toute l'année des groupes de travail, aussi bien autour de la question des droits de l'homme du peuple sahraoui, aussi bien autour de la question des ressources naturelles du peuple sahraoui, aussi bien autour de la légitimité de la lutte d'un peuple. Alors justement, une conférence syndicale en solidarité avec le peuple sahraoui s'est tenue aujourd'hui à Lisbonne pour braquer les projecteurs sur les récents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et avertir sur les conséquences du soutien aveugle du Maroc dans son aventure expansionniste au Sahara occidental. Cette rencontre à laquelle participent des dizaines de syndicats d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine coïncide avec la 48e conférence de l'Okoko. Et le choix du sujet s'est imposé au regard de la tournure politique dans certaines capitales européennes qui tentent de contourner la légalité internationale pour continuer à piller et à voler les richesses du peuple sahraoui, alors que l'arrêt de la CJUE est très clair: annulation des accords signés entre le Maroc et l'Union européenne, puisqu'ils incluent de manière illégitime le Sahara occidental. Je vous invite à écouter ces déclarations. Dans cette rencontre de solidarité syndicale, j'ai voulu tenu absolument à porter témoignage de la résistance des travailleurs sahraouis au sein du territoire occupé du Sahara occidental dans le cadre de la lutte de libération nationale. Les avantages de leur convention, de leur statut avec l'Espagne avaient un nouveau, ils n'avaient même pas de contrat et c'était le Maroc qui était les patrons de l'affaire. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui pour le droit à l'autodétermination et je suis très content de participer à cette manifestation très importante. Le but à travers cette première activité syndicale est d'exprimer notre solidarité internationale avec le peuple sahraoui. Nous tenons à mettre en lumière la position de l'Union syndicale internationale libre et sa solidarité avec cette cause qui appartient exclusivement au peuple sahraoui, dont le seul représentant est le Front Polisario.
Je vous le disais en titre, la France bafoue la légalité internationale. Dans un article publié par le quotidien Al Watan intitulé « Lorsque la reconnaissance viole l'obligation de non-reconnaissance », retour sur le soutien de la France à l'occupation marocaine du Sahara occidental. Il est rapporté, vous l'aurez compris, que Paris reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une décision qui suscite incompréhension et indignation. Yanis Abdelkassem. La Cour internationale de justice vient de rappeler à qui veut l'entendre un principe fondamental du droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pourtant, ce principe semble mis à mal par la récente décision de la France qui, dans une lettre adressée au roi du Maroc, a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une position qui suscite l'indignation des défenseurs des droits internationaux. Il faut dire que depuis 1975, le Sahara occidental est considéré par l'ONU comme un territoire non autonome sous occupation marocaine. Une situation qui viole plusieurs normes impératives du droit international, notamment l'interdiction du recours à la force et le droit à l'autodétermination des peuples. Mais en qualifiant le plan d'autonomie marocain de 2007 de seule base pour une solution politique, la France opère un revirement inattendu. Un positionnement en contradiction avec la ligne que la France défendait, notamment dans le dossier palestinien, et met en péril sa crédibilité sur la scène internationale. Pour légitimer son contrôle sur le Sahara occidental, le Maroc multiplie les initiatives, ouverture de consulats dans les territoires occupés, lobbying international, des manœuvres qui divisent les opinions. Or, en droit international, l'obligation de non-reconnaissance est claire. Aucun État ne doit légitimer une occupation illégale. Pourtant, en soutenant la souveraineté marocaine, la France pourrait se retrouver en violation de ses propres engagements juridiques. En reconnaissant cette souveraineté, la France soutient indirectement des pratiques interdites comme la colonisation de peuplements qui violent les conventions de Genève. L'impasse politique s'aggrave, les Sahraouis privés de leur droit à l'autodétermination voient leur situation humanitaire se détériorer tandis que le processus de paix onusien reste bloqué. Pour les organisations internationales, le message est clair, l'occupation marocaine du Sahara occidental reste une violation flagrante des normes impératives du droit international, une violation que la France, par son soutien récent, semble ignorer. En agissant ainsi, la France prend un risque, affaiblir sa position sur d'autres dossiers internationaux et s'éloigner des principes fondamentaux qu'elle prétend défendre, un dilemme diplomatique qui met en lumière une contradiction de plus en plus difficile à justifier. La France, un pays où les apparences de démocratie vacillent désormais face à une répression grandissante. Alors que des figures publiques dénonçant les atrocités en Palestine sont réduites au silence, le pays traverse une des pires crises économiques et sociales de son histoire. Avec une inflation galopante, des tensions sociales accrues et une montée inquiétante des discours autoritaires, la France est aujourd'hui bien loin de son image de modèle de liberté et d'égalité. Raouf Hamouche pour les détails. Est-on en train de basculer vers autre chose en France? Sous-entendu, autre chose que la démocratie et l'état de droit. La France se dirige-t-elle vers un régime autoritaire potentiellement fasciste? Tout porte à le croire. Aujourd'hui, la France vit l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Ve République. Une crise politique sans précédent, exacerbée par un déni de l'exercice démocratique, à laquelle s'ajoute une crise sociale et économique, puisque la France figure dans le top 5 des pays les plus endettés du continent européen. La violence de la classe dominante en France envers les défenseurs des Palestiniens est devenue proportionnelle à l'ampleur de ce qu'elle tente de couvrir en soutenant l'entité sioniste. Preuve à l'appui, la répression médiatique et judiciaire est systématique et s'abat sur les défenseurs des victimes du génocide en cours à Gaza. Le double standard, le deux poids deux mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité partout dans le reste du monde. Le joueur de l'équipe nationale algérienne Youssef Attal en a payé les frais. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis à cause d'une vidéo partagée sur les réseaux sociaux en soutien au peuple palestinien. Autre atteinte grave à la liberté d'expression par soi-disant le pays des libertés, celle de DJ Snake. Macron aurait fait pression sur le DJ pour qu'il retire ses posts en soutien à la Palestine. Bien évidemment, la liberté d'expression ne se négocie pas. Pour l'artiste, c'est un devoir moral face au génocide que commet le génocidaire Premier ministre de l'entité sioniste. L'Élysée, ils appellent mon management en disant ouais, est-ce qu'il peut supprimer le tweet, est-ce qu'on peut se rencontrer? Mais moi j'ai envie de rencontrer personne. Juste mettez fin à ça en fait. Si ces deux exemples sont récents, la France a de tout temps été complice des massacres commis à l'encontre du peuple palestinien, quitte à s'en prendre à ses propres fils et imposer une dictature de la pensée.
Cette dictature que subira Roger Garaudy, philosophe français, puisqu'il sera condamné en 1998 pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale et provocation à la haine raciale suite à la publication de son ouvrage « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». Et de l'autre côté de la Méditerranée, le Maroc est de nouveau au cœur d'une polémique historique, cette fois-ci autour des accords d'Aix-les-Bains et de leurs lourdes conséquences. Entre concessions économiques majeures et normalisation des relations avec l'entité sioniste, le Marzen brade les ressources et les intérêts de son peuple. Une situation qui ne fait qu'attiser davantage colère et mécontentement dans la rue, notamment face à la question du Sahara occidental. Walid Yousfi. Les accords d'Aix-les-Bains, ou tout simplement les accords de la honte, par le biais desquels le Marzen a bradé les richesses de tout un pays. Ces accords ont marqué un tournant décisif dans l'histoire du Maroc. À travers ce traité, le Marzen renonce à ses décisions indépendantes et cède la part du lion des revenus de ses richesses et de ses institutions. À titre d'exemple, la France continuera de bénéficier des richesses souterraines du Maroc, phosphate, or et argent, à raison de 50% pour la France, 30% pour la famille régnante et 20% pour le trésor public. Les historiens marocains n'ont pas le droit de s'exprimer à propos des négociations d'Aix-les-Bains. Le gouvernement a tourné le dos aux Marocains et a touché à leurs biens. Le tout en échange du protectorat français et de la reconnaissance de cette dernière de la marocanité du Sahara occidental. Nous souhaitons, à travers ces manifestations, exprimer notre refus catégorique de la normalisation du gouvernement marocain avec l'entité sioniste. Cette normalisation menace l'intérêt du peuple marocain et palestinien. Les Marocains restent donc opposés à la normalisation entre le Marzen et l'entité sioniste, des relations qui se renforcent de jour en jour au détriment des terres et des biens du peuple marocain. Des jeunes Sahraouis ont brisé hier le mur de la peur dans la ville de Guelmim sur les terres marocaines avant de sortir exprimer leur opposition à l'occupation du Marzen des territoires sahraouis à travers la distribution de milliers de tracts et l'affichage de l'emblème sahraoui sur les murs. Des actes à travers lesquels ces jeunes Sahraouis franchissent une nouvelle étape en portant leur lutte sur les terres marocaines. Écoutons l'un d'entre eux. تحية المجد والخلود حرية المعتقلين تحرر الشعوب. نحن هون مواطنين من قليمين المحسن يوم 28 شهر 11 2024 نندد بوجود احتلال المغربي في أرض الصحراء الغربية. Pour 2025, l'économie marocaine continuera de faire face à de lourdes turbulences. Inflation galopante, crise économique et perturbations boursières, autant de facteurs qui aggravent les faillites d'entreprises dans le pays. Les derniers rapports prévoient une nette augmentation des défaillances. Un record, vous le verrez, inquiétant pour le Maroc alors que la crise socio-économique pèse de plus en plus sur le quotidien des citoyens. Raouf Hamouche. La crise socio-économique fait des ravages au Maroc. Les conditions de vie des Marocains deviennent de plus en plus difficiles. Inflation, crise économique et perturbations boursières, tous ces ingrédients illustrent les faillites d'entreprises marocaines, mettant en péril le gagne-pain de milliers de familles. En effet, la situation actuelle des PME marocaines résulte d'un manque de financement, d'une baisse des marchés publics, ainsi que du retard ou du refus de certaines grandes entreprises de s'acquitter de leurs créances, ou tout simplement une gestion anarchique des hautes autorités du Marzen. D'ici la fin de 2024, le nombre total de défaillances au Maroc devrait atteindre environ 16 100 cas, marquant une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres viennent s'ajouter aux augmentations déjà constatées en 2022 et 2023 où les défaillances avaient bondi de 17% et 15% respectivement. Si l'on compare cette situation à celle d'avant la pandémie, le contraste est frappant. Le Maroc enregistre une augmentation de plus de 100% par rapport à la période 2016-2019 durant laquelle les faillites d'entreprises étaient relativement sous contrôle. Plusieurs facteurs contribuent à cette dégradation continue. D'une part, les retards se sont multipliés, mettant en péril la trésorerie des PME qui peinent à maintenir des flux de liquidités suffisants. D'autre part, les charges fiscales sur les entreprises marocaines déjà élevées n'ont cessé de s'alourdir ces dernières années. Des charges imposées pour combler le déficit du trésor public. Ces pressions combinées rendent la situation intenable pour de nombreuses sociétés, notamment celles opérant dans des secteurs tels que la construction, le commerce de détail et les services déjà frappés de plein fouet par les crises successives, résultant la gestion mal en point du Marzen.
Le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a évoqué hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sagafoya Koulibaly, les possibilités de partenariat entre les deux pays dans le domaine énergétique. Les deux parties ont aussi évoqué l'expertise de Sonatrach dont pourraient bien bénéficier les entreprises ivoiriennes. La rencontre a été l'occasion d'évoquer la coopération entre les compagnies nationales d'hydrocarbures et les pays africains pour atteindre l'autosuffisance énergétique et ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique. L'Algérie figure parmi les pays africains les plus prospères. La plateforme financière en ligne HelloSafe a récemment publié son classement mondial de prospérité. Un classement selon des critères comme le PIB par habitant, le revenu national brut par habitant, l'indice de développement humain ainsi que le taux de pauvreté et d'épargne nationale. L'Algérie occupe ainsi la 3e place du classement continental avec un score de 40,38 points, ce qui la place dans la catégorie des pays à prospérité intermédiaire. Du sport à présent et cette 11e journée de Ligue 1 de football qui se jouera à partir de demain avec un match à l'affiche, celui qui mettra aux prises deux vieilles connaissances, à savoir l'Entente de Sétif et le MC Alger ou encore le match entre la GS Saoura et la GS Kabylie. Riyad Belkhadi. L'affiche entre l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger prévue dimanche 1er décembre au stade du 8 mai 45 à Sétif, horaire du match 17h30. Un choc très attendu entre le champion sortant, 2e dans le second wagon, avec 16 points, en compagnie de l'USMA, et le 4e, l'Entente, dans le wagon juste derrière, en compagnie du Mouloudia d'Oran. Le doyen, auteur d'un bon match nul, mardi à Lubumbashi face au TP Mazembe, tentera d'effacer la lourde défaite de la semaine dernière dans le derby algérois face au CRB. Côté Kahla Obeida, l'Entente est sur une courbe ascendante. Elle voudra surfer sur celle-ci en confirmant sa belle victoire la semaine dernière à Béjaïa face à Arbou, le surprenant promu. En cas de victoire du Mouloudia, il devra attendre le lendemain, lundi, pour voir ce que fera le CS Constantine en déplacement à Biskra. Les CNFR très en forme iront défier l'US Biskra après avoir battu Sfax en Coupe de la CAF. L'USB, qui vient de signer un contrat avec le technicien Sirtaha Sherif Louizani pour diriger sa barre technique en remplacement de Mounir Zardoud, un accord décrit comme un pas important pour surmonter le passage à vide selon la direction de Biskra. Est-ce que le choc psychologique aura lieu face au leader? Réponse lundi. Le reste de cette 11e journée, samedi, il y aura le Mouloudia d'Olbayat qui recevra l'Espérance de Mostaganem, l'autre promu avec Arbou. NC Magra, un club qui va mal depuis le début de la saison, affronte une équipe en forme en la recevant à la maison, le Mouloudia d'Oran. Enfin, le SM Khenchla jouera à la maison face à l'Olympique d'Arbou. Le lundi, suite et presque fin de cette 11e journée, la JS Saoura accueille la jeunesse sportive de Kabylie à 16h. Et puis, comme on l'a dit précédemment, l'US Biskra essayera de se ressaisir face à un excellent leader, le Chebet Riyadi de Constantine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Très bonne soirée à vous.